célèbre avocat au barreau du Togo, Maître Eric Emmanuel Sosa, est notre invité. Avec lui, nous allons parler du Mali à qui profite le bras de fer entre Bamako et la CEDEAO. Nous allons également parler du Burkina Faso, soupçon de coup d'État, 8 militaires arrêtés. Et puis on termine par Covid-19. L'OMS réclame des vaccins qui préviennent mieux la transmission. Maître Eric Emmanuel Sosa, bonjour, vous allez bien? Bonjour, très très bien. Merci de répondre à notre rendez-vous. Les sanctions de la CEDEAO, c'est l'actualité. D'abord, votre avis sur ces sanctions de la CEDEAO? Écoutez, je pense que nous avons atteint le sommet de la déraison de la part d'une institution dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est complètement en déphasage avec les réalités concrètes auxquelles sa vocation devait la confronter. Bon, sur toute la ligne, la CEDEAO a toujours été en défaut par rapport à ses objectifs. Je précise que l'un des buts premiers de la CEDEAO, c'est de garantir la libre circulation des personnes et des biens. Depuis que la CEDEAO existe, on n'a pas encore atteint cet objectif. Aujourd'hui, essayez de circuler dans les pays du voisinage membres de cette organisation, et vous verrez ce que c'est. Bon, la moindre petite chose, une chaise simplement fabriquée au Ghana que vous voulez transporter au Togo, vous expose à des tracasseries inimaginables. Bon, déjà l'ensemble ne fonctionne pas. Des pays ferment leurs frontières de façon unilatérale et autoritaire sans que jamais personne ne leur demande des comptes. Alors on a l'impression que finalement la CEDEAO, elle n'existe que lorsqu'il y a coup d'État. C'est uniquement à ce moment-là qu'elle donne de la voix. À croire que le syndicat de chefs d'État qu'elle est devenue ne se préoccupe que de sa survie. En fait, il faut montrer de la voix et de l'autorité pour décourager qu'on vienne leur faire des coups d'État. En fait, c'est ce qui les préoccupe principalement. Ils ne voient pas du tout les conditions dans lesquelles les coups d'État se sont produits. On le dit tout le temps. Vous savez, il me donne l'impression de cette situation toujours ubuesque qu'on observe dans les prisons, où vous avez des condamnés, d'accord, qui ne sont plus prévenus, mais condamnés définitifs, qui sont dans disons dans des blocs de la maison d'arrêt où ils sont des caïds, voyez, c'est-à-dire les chefs, c'est les trafiquants de drogue. Après, on voit ceux qui font des braquages, et ensuite vient le menu fretin. Et tous sont délinquants, hein, d'accord. Mais si jamais il arrive quelqu'un dont on dit qu'il a commis un crime ou un délit sexuel, alors là, tout de suite, c'est l'indignation. Ils se réunissent tous pour lui faire vivre l'enfer. C'est un peu ce qui se passe avec le Mali actuellement. Ils sont tous réunis pour dire qu'il fallait en découdre avec le Mali. Mais à ce bras de fer-là, sincèrement, s'il y a un conseil à donner à nos frères maliens, c'est de résister à fond et de jouer à fond mais tous leurs avantages. Il n'y a pas que les pays de la CEDEAO qui sont frontaliers. Ils ont des débouchés sur la mer. Parce que c'est le pays, le plus grand pays, la plus forte économie de l'Interland, le Mali. Donc le Mali a des frontières avec l'Algérie, le Mali a des frontières avec la Mauritanie et avec la Guinée. Elle peut tout à fait s'accommoder avec ces trois-là pour contourner, au moins pour partie, les sanctions qui ont été prononcées contre elle. Parlant justement de l'Algérie, dernière nouvelle, l'Algérie pense à des négociations avec la CEDEAO pour pouvoir trouver un consensus, des négociations entre la CEDEAO et le Mali pour pouvoir trouver un consensus. D'ailleurs, l'Algérie parle de 18 mois environ. Mais écoutez, non, je suis excédé par ces histoires de calendrier. C'est-à-dire qu'en fait, quels sont les problèmes auxquels le pays est confronté? On est obnubilé par les élections qu'il faut faire suivant un calendrier qui est préfixe. Or, pour faire les élections, il faut quand même avoir une présence souveraine sur toute l'étendue du territoire, ce qui n'est pas le cas déjà. Alors, on veut faire les élections
en faisant litière de toute une partie de la population qui est dans les zones de belligérance. Déjà ça, c'est totalement inacceptable. Vous voyez, le Mali était un pays en crise, on va dire en faillite politique, d'accord? Au lieu de l'aider, on n'a pas entendu la CEDEAO proposer des solutions militaires pour aider le Mali. Non, c'est dans les contingents de l'ONU, de l'ANUMISMA, qu'on trouve quelques effectifs togolais, ivoiriens, burkinabés, etc. Donc tout ce monde-là devra rentrer maintenant. Donc en fait, ils ont des problèmes. Nous avons un frère qui est en difficulté. On le met en difficulté plus grave encore, sous prétexte que, finalement, il a fait le mauvais choix de leadership. Or, ce qui a emmené le coup d'État était d'abord une faillite politique. Vous n'avez pas trouvé de solution pour régler cette faillite politique, qui elle-même est une résultante permanente de la crise militaire. La crise militaire étant liée à une désorganisation de la zone. Tout le monde en est témoin, tout le monde est d'accord sur ce constat. Et pourtant, on continue de dire non, c'est une junte militaire. Alors, ce qui leur plaît le plus, c'est d'avoir des gouvernements solivaux, dirigés par des gens qui ont pour seul mérite d'être des civils. Alors, mais si vous êtes civil, alors c'est très bien, vous êtes paré de tout. Et pourtant, celui à qui on a fait le coup d'État, c'est un civil. Tous les membres de son gouvernement étaient des civils. Donc, pourquoi ils ont été indignes de la fonction jusqu'à mériter que la population applaudisse le coup d'État qui les a dégagés? C'est une question légitime qu'on doit se poser, mais on ne se la pose pas. On vient dire non, c'est une junte militaire, donc il faut trouver un calendrier pour l'expédier rapidement. Mais vous allez construire encore un nouvel édifice sur des sables mouvants. Ça plaît beaucoup à la CEDEAO, elle est championne de ça. Non. Alors, maître, à qui profite ce bras de fer entre la CEDEAO et le Mali? Pour l'instant, je n'ai pas trouvé un seul. Dans la rue africaine, je n'ai pas trouvé beaucoup de gens qui ont applaudi à ces sanctions-là de la CEDEAO. Donc ça veut dire que la CEDEAO est devenue très impopulaire. Donc, pour l'instant, le bras de fer profite à la junte, qui devrait en tirer profit pour dire, ok, d'accord, mais nous sommes prêts à aller jusqu'au clash final et à la séparation. Comme ça, nous allons nous prendre en charge et nous allons vous démontrer que ce que nous avons proposé à la population était la chose la plus sage, la plus raisonnable, parce que les transitions qu'on veut écourter coûte que coûte ne sont pas nécessairement celles qui donnent le meilleur résultat. Mais au nom de quoi on va décider que 18 mois, c'est non négociable? Mais si j'avais été conseiller de la jeune, voilà ce qu'on aurait fait. Pour leur faire plaisir, on leur propose, ok, 6 mois, si vous voulez. Et puis, on va faire du dilatoire jusqu'à ce qu'on atteigne les 5 ans. Je n'allais pas dire 5 ans. Comme ça, au moins, ils sont contents. On leur donne un os à ronger. Avec les 6 mois, ils n'ont qu'à venir pour voir ce qui se passe sur le terrain et nous aider. On va les confronter aux difficultés en les sommant de nous aider à les résoudre. Comme ça, au moins, ils sont contents, puisqu'ils veulent 6 mois. On leur a donné 6 mois, n'est-ce pas? Si c'est que ça dont il s'agit. Or, il ne s'agit pas de ça. Bon, la junte, ça aussi, c'est un peu ridicule. On ne va pas la défendre pour ça. 5 ans, c'est une base de négociation. Comme on va marchander au marché, on donne un prix, 5 ans, c'est un mandat. Et alors? Et alors? 5 ans, c'est un mandat. Tout dépend ce qu'on en fait. Justement, au lieu de discuter avec la junte pour voir exactement quel est le contenu de son agenda politique, et l'assister pour lui donner des conseils judicieux et l'aider à le réussir, on est loin, on lui donne des oukases. Non, il faut qu'en février, vous avez fait des élections. On les fait avec quoi? On les fait comment? On les fait sur quelle base? Les mêmes partis politiques, ils vous parlent de refondation. La refondation, c'est quoi? C'est complètement rebattre les cartes pour qu'on ne recommence plus les mêmes erreurs auparavant. C'est probablement aussi proposer une nouvelle constitution. C'est probablement aussi avoir une nouvelle stratégie législative et pénale pour endiguer certains fléaux comme la corruption, etc., corruption des élites politiques, économiques, etc. Maître, justement, cette refondation, cette concertation, ce ne sont pas tous les partis politiques qui ont participé à cela. On parle d'une
Centaines même. C'est énorme, maître. Mais Ça bien divise sûr. les Maliens. Non, mais ça ne devrait. Vous savez quoi? En situation exceptionnelle, on devrait laisser tomber ces clivages politiciens habituels. C'est-à-dire, maintenant nous sommes en crise, nous avons une guerre. Comment on va gagner la guerre? C'est pas uniquement à ceux qui sont au pouvoir qu'il incombe de trouver les idées pour gagner la guerre, c'est à tout le monde. C'est-à-dire que en fait, si le but d'un parti politique, c'est de penser uniquement au pouvoir, alors ce ne sont pas des patriotes. Si le but d'un parti politique, c'est de vérifier à chaque fois si ce qui est proposé est conforme à l'intérêt national et discuter ensemble dans un creuset défini avec ceux qui sont là, parce que la junte, elle n'a de légitimité que la gâchette, en fin de compte. Parce que, en réalité, c'est ça. Donc, quand on dit qu'elle est populaire, mais la rue n'a pas toujours raison. Donc, à un moment donné, il faut que les hommes politiques prennent leurs responsabilités en composant. Attention, quand je dis composer, ça ne veut pas dire s'aplatir et se mettre à genoux, mais c'est discuter avec la junte de ce qui est l'intérêt supérieur de la nation, en attendant de savoir qui va s'asseoir dans le fauteuil du Premier ministre ou du Président. Mais c'est d'abord de ça qu'il s'agit. Et quand on parle de ça, on nous dit faites des élections rapidement pour dégager la junte. Non, ces gens-là, ils ne sont pas venus là-bas en ignorant les règles de la CEDEAO, en ignorant qu'il est illégal de faire un coup d'État. Ils l'ont fait pourtant. Maître, est-ce que vous pensez que le Mali peut résister à ces sanctions jusqu'au bout? Mais écoutez, s'il s'agit de l'étouffer, à un moment donné, l'étouffement, on va voir à qui ça va profiter, parce que les Maliens ne vont pas appeler la CEDEAO pour venir à leur rescousse. Hein. Ça, soyons d'accord. Quand ils vont commencer à avoir faim, quand les salaires ne vont plus tomber parce qu'il y a une crise monétaire en plus, ils ne vont pas appeler la CEDEAO à la rescousse. Et c'est pas la CEDEAO qui va leur proposer. Peut-être qu'ils vont revenir en arrière. Qui va revenir en arrière? La junte ou le peuple? La junte. Bon, le peuple peut pousser la junte à revenir en arrière. Mais oui, mais justement, si c'est ça ce que veut la CEDEAO, ça veut dire peut-être que la CEDEAO a un meilleur candidat à proposer. Donc ça veut dire à chaque fois, on nous met finalement des hommes d'État de brocante, c'est-à-dire des technocrates qu'on est allé chercher et qu'on a foutu là, et qui finalement jouent le jeu de la marionnette. Et si c'est de ça qu'il s'agit, on n'aura pas avancé beaucoup dans le cas malien. Profitons de cette occasion pour, franchement, faire la purge. Vous voyez, il faut faire un nettoyage détersif de la situation, regarder sérieusement qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pendant tout ce temps. Parce que quand même, faut pas oublier, les coups d'État, le Mali en connaît un rayon. On va commencer par 1967, Modibo Keïta qui est parti sous Moussa Traoré, et ensuite Moussa Traoré que la rue a chassé avec l'aide des militaires, de la même façon que cela s'est passé en 2020 contre Ibeka. Donc, pourquoi est-ce qu'on arrive toujours à ce genre de confrontation où le peuple commence à conchir les gouvernants et finalement, avec l'appui des militaires, on les dégage. C'est toujours ça ce qui s'est passé. ATT n'a pas fait un coup d'État tout seul. C'est parce qu'on lui demandait de continuer de tirer sur les citoyens non armés qu'il a décidé finalement de déposer plutôt ceux qui ont tort de lui demander de faire ce sale boulot. Donc, à chaque fois, vous voyez, ceux qui font les coups d'État, encore une fois, je ne suis pas l'apologue des coups d'État. Je regarde une situation en vous disant comment elle est née. Quand ATT a fait son coup d'État, il ne s'est pas trouvé un seul Africain pour trouver que c'était illégal. C'était salutaire. On a applaudi et ATT, paix à son âme, mais est devenu mémorable pour les Africains pour avoir fait quelque chose de sain. Alors, est-ce qu'on va toujours créer des situations où les militaires vont devenir des héros, alors qu'il y a des guerres qu'ils ne savent pas faire, et donc finalement, au lieu d'aller au front, ils préfèrent les bureaux climatisés et les 4x4 rutilantes à la capitale, plutôt que d'être sur le front et de chasser l'ennemi. C'est pour ça qu'ils sont faits, et c'est là où on veut les voir. Donc, parlons-en quand même, mais respectons un peu ce pourquoi, aujourd'hui, ils sont devenus délinquants politiques. Parce qu'un coup d'État, c'est d'abord et avant tout une infraction. On va parler aussi d'un pays frère du Mali et membre de la CEDEAO, le Burkina Faso. Ils auraient projeté de déstabiliser les institutions du pays. Le Burkina Faso, donc 8 militaires ont été arrêtés
a annoncé mardi 11 janvier le procureur militaire de Ouagadougou. Le parquet militaire affirme dans un communiqué avoir été saisi samedi d'une allégation de projet de déstabilisation des institutions de la République que projetait un groupe de militaires sur dénonciation d'un membre de la bande. Alors, on en parlait, des analyses sont passées par ici. Je me souviens, Firmin Teko Agbo avait dit un jour, attention, on peut s'acheminer vers un coup d'État au Burkina Faso. Voilà un coup qui est raté. Oui, mais à chaque fois que c'est raté, c'est fini, vous êtes fichu. Mais s'il l'avait réussi, on en aurait un de plus. Maintenant, il y aura des sanctions également. Probablement. Parce que, à chaque fois, c'est à géométrie variable. Hein. On ne sait pas du tout quelle est la jauge de la CEDEAO. Ouais. Selon que vous êtes béret vert ou béret rouge, la sanction peut changer. Non, mais franchement, non, plus sérieusement. Là aussi, vous voyez, encore une fois, c'est toujours des éléments en kaki qui sont tentés par l'appel du pouvoir. Je ne sais pas exactement si c'est vrai, il faut vérifier. Ouais. Parce qu'il ne suffit pas de dire que quelqu'un est venu dénoncer, alors donc il y a l'épreuve d'un coup d'État en train d'être fomenté. Mais à supposer que ce soit vrai. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans ce Burkina Faso, supplicié par les affres du djihadisme aussi, hein, où certaines populations sont déplacées, près de 4 millions de Burkinabés sont déplacés aujourd'hui. Qu'est-ce qui justifie qu'un militaire dise nous allons nous saisir du pouvoir et vous allez voir, ça ira mieux. C'est à vous, militaires, qu'il est demandé de combattre. Donc, si vous trouvez que le chef d'État n'est pas à la hauteur, mais allez lui donner des conseils. Vous avez vous avez un ministère et vous avez un état-major. Si vous êtes si éclairé que ça, que vous avez finalement un projet plus efficace pour en finir avec le djihadisme, allez proposer votre projet, puisque c'est à ça qu'on vous appelle. À l'état-major, on fait des plans de stratégie sur les problèmes d'insécurité, les problèmes sécuritaires du moment. Alors, quelles sont vos approches tactiques et militaires? Au lieu de parler de ça, vous allez fomenter des coups pour prendre le pouvoir. Donc, en fin de compte, c'est toujours Kosiam qui vous intéresse, c'est pas la sécurité du pays. Donc, c'est pour ça que je dis, si vous ratez votre coup et qu'on vous prend, eh bien, la loi doit être appliquée dans toute sa vigueur, sans aucune circonstance atténuante. Au Mali, par exemple, Maître Éric Emmanuel Sousa, c'est ce que peut-être la junte dirigée par Simi Goïta pouvait proposer au président Ibeka. Mais attendez, le président Ibeka n'a pas été foutu de faire le procès de... comment il s'appelle, Sanogo. Sanogo a fait un coup d'État, c'était totalement illégitime, illégal, tout ce qu'on veut. Sanogo a dû laisser le pouvoir. On a vu, on a proposé une transition, n'est-ce pas, par Bokountouh Diallo, n'est-ce pas? Bon, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a donné? On a vu que finalement, on a mis un ectoplasme au pouvoir, et dans son bureau, la population est venue le massacrer. Les militaires n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé un doigt pour assurer sa sécurité. Voilà ce qui se passe. Vous voulez ça toujours? Il suffit d'enlever. Alors voilà, on les fait démissionner. On met un civil dont le rôle est d'organiser les élections. Et puis finalement, on prend les mêmes, on recommence. On a la même recette tout le temps qui ne fonctionne pas. Vous avez vu que ça ne fonctionne pas. Bon, on a fait la même chose avec ATT. Je suis obligé d'y revenir, mais parce que là, on est au Burkina Faso, c'est tout à côté. Mais les mêmes causes entraînant les mêmes effets, on est obligé de parler du problème avec tous les syndromes qui se manifestent. Voyez-vous? Alors, maître, il y a deux prismes. Soit c'est l'insécurité grandissante au Burkina Faso qui a peut-être poussé ces militaires à vouloir faire le coup d'État. Soit c'est la mode au niveau de la sous-région et le Burkina Faso aussi veut copier. Il faut croire que c'est un peu la mode, parce que si c'est l'insécurité, à qui il incombe davantage d'assurer la sécurité? À l'armée, n'est-ce pas? Ouais. Et aux officiers d'organiser les troupes pour que la sécurité soit assurée. Donc ça, c'est votre job. Donc, vous ne pouvez pas venir dire, parce que le chef d'État, qui est un civil, ne réussit pas à assurer la sécurité, alors nous allons prendre sa place pour mieux assurer la sécurité.
Parce que de toutes les façons, si vous êtes assis là-bas dans les fauteuils à Kosiam, c'est à vous de donner les directives à vos troupes pour assurer la sécurité. Donc, écoutez, ce que les civils ne savent pas faire, mais attention, quand je dis les civils ne savent pas faire, oui, c'est vrai, c'est pas leur métier de faire la guerre. Mais on a décidé qu'il était plus sain dans l'administration des choses que le pouvoir soit assuré par des civils et que l'armée soit sous les ordres du civil. C'est pour ça que le chef d'État est le chef des armées, fût-il civil. Alors, on est tout le temps dans cette dichotomie là où on est en train de se battre pour savoir qui des civils ou des militaires sont les mieux indiqués. Non, on a résolu ça depuis longtemps. C'est la mode. Il faut être civil pour être digne de diriger un pays. Point. Maintenant, tout le monde a compris ça. En Birmanie, ils n'ont pas demandé l'autorisation de quiconque. Hein. Ils y sont. Bon, qu'est-ce qui se passe? Sans la pression. Mais oui, qu'est-ce qui se passe? Rien. L'ONU décide, vaticine, proteste, ben, ils sont là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous voulez que les Maliens se radicalisent comme ça aussi? On était sur le Burkina Faso, mais enfin, je dis, quand ils ont raté le coup, si c'est avéré qu'ils l'ont effectivement fomenté, il faut que la loi soit implacable avec eux. Maître, ces derniers temps, le président Roch Marc Christian Kaboré a été aussi bousculé par des manifestations. Certains demandaient même son départ, oui, sa démission. Oui. Est-ce que peut-être on peut parler d'une sorte de purge fomentée au sein de l'armée? Oui. Écoutez, on peut faire toutes les spéculations, mais je dis, c'est pas parce que la rue est grouillante que la rue a raison. Quand vous parlez de manifestations, combien de Burkinabés sont allés manifester? Si 3000 personnes mécontents et complètement fédérés autour de quelques mots d'ordre politique vont manifester, ça ne veut pas dire que le président est devenu impopulaire et donc il faut le dégager coûte que coûte et le faire démissionner. C'est pas la volonté de l'ensemble du peuple burkinabé, que je sache. Et ce que je sais, c'est que la démocratie, elle est scandée par des élections. Les élections sont une scansion de la démocratie. Il faut laisser le moment des élections pour décider s'il est bon pour continuer ou s'il est mauvais pour le dégager. Ouais. On termine par Covid-19. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la stratégie consistant à se baser uniquement sur les doses de rappel des vaccins actuels n'est pas viable sur le long terme. L'OMS réclame donc, Maître Éric Emmanuel Sosa, des vaccins qui préviennent mieux la transmission. Ouais, bon, ok. Oui, merci l'OMS, bravo, félicitations. Mais attendez, ça aussi c'est une bonne blague. Ils découvrent maintenant que c'est une urgence, que les vaccins doivent être plus renforcés. Mais écoutez, l'OMS c'est encore, voyez, une de ces institutions onusiennes qui démontre à chaque fois l'inefficacité totale de cette institution. Attendez, l'OMS, elle est d'abord autophage, c'est-à-dire bouffée par son propre budget, le budget du personnel, et très peu de budget pour la recherche fondamentale et la recherche médicale, parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. On aurait préféré que ce soit des vaccins estampillés OMS, que ce soit des laboratoires de l'OMS. Quand l'OMS mendie auprès de grands magnats d'éthique et de la Big Pharma, qu'est-ce que vous voulez que... L'OMS va donner maintenant des ordres à Moderna, Pfizer et Johnson Johnson pour qu'ils fassent des vaccins un peu plus soutenus. Enfin, je sais pas, je comprends pas le truc. Attendez, ils ont fait les vaccins qu'ils peuvent, mais aidez-les à faire des vaccins plus sûrs et des vaccins définitifs. Parce qu'on nous parle maintenant de refaire des doses. On a pris double dose déjà, mais on nous dit, bon, allez prendre une troisième, puis bientôt une quatrième, une cinquième, une sixième. On va y aller, par urgence, comme nous sommes, mais obéissant, parce que bon, après tout, pourquoi pas, jusqu'à ce que, bon, mort s'en suive pour certains, hein, mais bon, au moins, on aura fait le job. Hein, civiquement, on a été des citoyens honnêtes, on a écouté, sur les mots d'ordre de l'OMS, ce que nos gouvernants ont décidé pour nous. Et l'OMS est là, en train de courir derrière des industries pharmaceutiques qui sont finalement les grandes puissances. Alors, eux décident peut-être, parce que bon, c'est peut-être plus rentable de vendre beaucoup de vaccins à faible dose que de vendre très peu de vaccins à forte dose pour éradiquer le mal. J'en sais rien.
Souvenez-vous, on parle du palu depuis des années, Oui. d'accord? Le palu, ça tue que les nègres, d'accord? Principalement, d'accord? Donc bon, on est toujours en train de chercher le vaccin. Certains disent qu'on l'a trouvé, d'autres disent que bon, les méthodes traditionnelles de comment ça s'appelle d'artémisia, bon, des gens font des thèses sur l'efficacité de l'artémisia pour éradiquer déjà par moyen prophylactique la malaria, mais l'OMS ne veut pas valider. Alors c'est cette OMS qui aujourd'hui nous dit allez dire à Pfizer et aux autres de faire des vaccins plus forts. Qu'est-ce qu'ils foutent, franchement? Alors, Maître, est-ce que l'OMS ne donne pas raison en partie à ceux qui refusent jusqu'alors d'aller se faire vacciner? Oui, mais si je dois aller me faire vacciner, à chaque fois je me fais trouer la peau pour prendre des petites dosettes, quoi. Hein, parce que finalement, les vaccins, c'est un principe actif qui mobilise mon immunité et fait que finalement je ne suis plus vulnérable au virus, ou bien c'est fait pour me permettre une bonne fois pour toutes d'être protégé. Mais bon, là, on a l'impression que c'est des vaccins à dose homéopathique, quoi. Et c'est pour ça que l'OMS rappelle qu'il faut renforcer les doses pour... Mais attendez, si c'était si facile, pourquoi on l'avait pas décidé d'entrée de jeu? Nous, on était entre AstraZeneca, qui est pas très fort, finalement, Johnson Johnson, c'est juste un shoot et puis c'est fini, etc. Et on était là à faire du snobisme vaccinal. Ah non, moi j'ai pris Pfizer. Vous voyez, c'est ça. Il y a des gens qui disent ah non, moi je vais partir à Paris pour aller faire Pfizer. Je vais pas faire comme vous parce que vous n'avez que AstraZeneca ici. On était dans ça. C'est d'un ridicule achevé. Et finalement, l'OMS même est en train de dire bon, c'est peut-être même pas la chose la plus efficace. C'est du perlimpinpin qu'il y a dans vos vaccins. Il faut trouver d'autres vaccins plus forts. C'est quand même ridicule. Maître Éric Emmanuel Sosa, merci beaucoup à vous. Voilà. On marque une pause pour le journal et on reçoit nos invités pour Regard Croisé.